Alors, on se retrouve pour le grand 3 de ce chapitre sur le vivant, où on est en train de se demander si on doit ou non le respect au vivant. On avait vu dans le grand 2 que on n'avait pas spécialement de devoir envers les êtres vivants parce que nous sommes supérieurs à eux. Nous sommes supérieurs à eux parce que nous possédons d'abord une conscience sensible, ça c'était le grand A, mais aussi parce que nous possédons une conscience morale. Et tout ça fait que les devoirs qu'on a, on les a envers les autres êtres humains avec qui nous formons une société régie par des lois, mais que envers les êtres qui appartiennent à la nature, on n'a pas spécialement de devoirs. Ce que je viens de faire là, c'est le bilan dans la transition entre le grand 2 et le grand 3. Alors, pour voir la limite de ce qu'on vient de dire, on va procéder un peu comme dans la transition qui nous permettait d'aller du grand 1 au grand 2. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va essayer de pousser la logique jusqu'au bout. Je sais pas si vous vous souvenez, à la fin du grand 1, on avait vu, si on pense vraiment que l'homme et les êtres vivants sont égaux, ce qui par ailleurs est assez étrange, mais enfin pourquoi pas, l'égalité entre l'homme et le brin d'herbe c'est un peu compliqué, mais si on pense vraiment qu'ils sont égaux, en réalité ça légitime pas le respect, ça légitime la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et ça, c'est un problème, vous voyez. Alors du coup, on était dit, maintenant, l'homme et l'animal, on va plutôt penser qu'ils sont différents, et même qu'il y a une inégalité, que l'homme est supérieur. Et là, on va pousser jusqu'au bout cette logique, pousser jusqu'au bout la logique de l'homme est supérieur aux êtres vivants. Et on peut très bien dire que si l'homme est supérieur aux êtres vivants, ça légitime pas du tout la domination. Au contraire, ça devrait vouloir dire que si l'homme est supérieur, il doit se comporter comme tel. S'il a une conscience morale, il doit se comporter de façon morale. Et c'est justement parce qu'il est supérieur qu'il doit bien se comporter et qu'il doit le respect envers les êtres vivants. Vous voyez, c'est un peu cette logique, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, parfois on dit ça aux grands frères ou aux grandes sœurs, c'est de dire, oui, tu es plus fort que ton petit frère ou ta petite sœur, etc. Mais cette force, elle légitime pas le fait que tu lui tapes dessus. Au contraire, ça devrait t'amener à le protéger. C'est de dire qu'en fait, notre supériorité doit toujours être mise au service des plus faibles. Et c'est justement en ça qu'on se montre supérieur. Et c'est pour ça qu'on aboutit dans le grand 3 à l'idée qu'on doit respecter les êtres vivants, effectivement, mais pas parce qu'ils seraient nos égaux, ça c'était le grand 1, de dire on est tous égaux, donc on essaye tous de coexister comme on peut, chacun en poursuivant nos buts, mais que on doit respecter les êtres vivants pour respecter les êtres humains. Parce que c'est eux, dans l'histoire, qui sont dignes de respect. Donc, voilà le titre du grand 3, l'homme doit respecter le vivant pour se respecter lui-même. Et pas pour respecter le brin d'herbe en tant que tel. En fait, je suis en train de rejoindre l'idée que j'avais mis dès l'accroche au début. On respecte la pelouse, pas par respect pour la pelouse en elle-même, mais parce que c'est un cadre de vie pour les êtres humains. Donc c'est une façon, vous voyez, cette thèse du grand 3, de concilier à la fois le respect pour les êtres vivants et en même temps une certaine supériorité de l'homme. Alors, il y a deux arguments, le premier qui concerne uniquement les animaux, et le deuxième qui concerne les êtres vivants en général. Grand A, donc, parce que l'homme ne doit pas s'endurcir. Donc on retrouve Kant, comme je vous l'avais dit, c'est l'épisode 2, le retour de Kant, parce que sur ce sujet-là, il a une pensée assez complexe et nuancée. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire, de mettre un auteur 2 fois dans votre disserte. Ça n'est pas du tout un problème, c'est même plutôt encouragé en fait. Pour ceux qui feront de la philo post-bac, c'est même très valorisé plus tard. Enfin bon, je suis pas sûre que ça concerne grand monde. Donc la thèse de Kant, elle est toute simple, c'est en fait la thèse du grand 3, mais appliquée au cas précis des animaux. Il s'occupe peu du respect pour la fleur, le brin d'herbe et l'arbre. Donc Kant, le résumé de sa pensée, c'est de dire que l'homme doit respecter les animaux pour se respecter lui-même. L'homme doit respecter les animaux pour se respecter lui-même. Alors, très concrètement, dans le texte de la métaphysique des mœurs dont je suis en train de parler, la métaphysique des mœurs, c'est un des 2 livres de Kant qui est consacré aux questions morales.
Kant prend plusieurs exemples pour nous faire comprendre. Déjà, il dit des personnes qui tortureraient des animaux pour le plaisir. Ça, c'est condamnable. Je sais pas si vous avez fait ça petit, de torturer le chat de la maison, ou si vous avez des petits cousins, des petits frères et sœurs qui faisaient ça, de torturer les animaux. Ça, pour lui, c'est grave et condamnable. C'est aussi grave et condamnable de ne pas... d'épuiser les animaux, en fait, quand on les utilise comme outil de travail. En fait, quand il pense à quoi? Il pense aux chevaux de trait, par exemple, ou je sais pas, aux chevaux qui tirent des diligences à son époque. Mais en fait, l'idée, c'est que parfois, la logique de la rentabilité, le fait d'en vouloir toujours plus, je vous renvoie à ce que vous avez vu sur Marx, et la logique capitaliste qui fait qu'on a envie de toujours plus de profit, bah, ça peut conduire à une exploitation des animaux où voilà, on les pousse à bout complètement, et voilà, ça aussi pour lui c'est condamnable. Alors aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'animaux qu'on utilise dans les usines, mais du coup, Kant critiquerait les conditions d'élevage et les conditions d'abattage des animaux. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être des petites vidéos un peu trash pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Voilà, on verra ça. Troisième et dernier exemple qu'il donne là, comme conséquence précise, c'est si vous avez un chien qui a été fidèle à la famille pendant toute sa courte vie, et bah si à la fin de sa vie on le traite pas bien alors qu'il est un peu grabataire, et bah ça aussi ça serait mauvais. Mais en fait ce qu'on va voir c'est que c'est surtout ces trois comportements là, c'est ce qu'on va voir là dans la justification, c'est pas tellement que c'est mal pour l'animal en question, c'est que c'est indigne de l'homme. Alors je m'explique. C'est un peu en deux temps parce que la pensée est un peu complexe. Le premier truc, c'est dans le certes, c'est que on garde le fait que pour Kant, la société, elle se construit avec d'autres êtres humains. On va pas commencer à faire participer les animaux à notre société en mettant en place des systèmes de droits et de devoirs réciproques avec les animaux, ça n'a aucun sens. Okay, plus fondamentalement, quand il dit qu'il faut pas torturer les animaux, qu'il faut pas les exploiter, qu'il faut leur montrer une forme de respect quand ils nous ont bien aidés pendant toute notre vie, c'est pas tellement pour l'animal qu'il dit ça. En fait, c'est logique, c'est-à-dire que je vous rappelle que pour Kant, les animaux, ils font partie de l'état de nature. Donc en fait, qu'un animal se fasse maltraiter, exploiter, etc., c'est juste normal. C'est juste totalement normal. Peut-être Kant c'est pas aussi radical que Descartes, il pense que effectivement, qu'il pense pas que l'animal soit un animal machine. Donc il pense que déjà il rétablit un peu une réflexion sur les fonctions propres du vivant que n'auraient pas certaines machines. Et en plus, il pense vraiment que les animaux sont capables de souffrir. Mais en fait, ça paraît atroce comme ça, et en même temps, ça se comprend, c'est qu'il s'en fout de la souffrance animale. Le fait que le cheval soit fatigué parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de le cravacher en disant plus vite, le fait que le petit chat de la voisine est torturé par son petit frère, en fait, il s'en fout de la souffrance de l'animal. Parce que, en fait, l'animal, s'il n'était pas avec nous, il serait dans la jungle, il serait dans l'état de la nature, tout simplement, et là, il vivrait aussi des choses assez dures. En fait, il n'y a pas à juger les animaux selon des critères de moralité humaine. Eux, ils appartiennent à l'état de nature, c'est ça qu'ils connaissent, c'est ça qui... Voilà. Ils réclament pas plus, tout ce qu'on a déjà vu. Donc ça, c'est le premier point, c'est que ça peut paraître très cruel, mais en fait, Kant s'en fout complètement du bien-être animal, de ce que ressent l'animal. Peut-être que certains d'entre vous, ça vous choque, d'autres, en fait, ça vous paraît totalement évident, en fait, de dire, un animal, peu importe ce qu'il ressent, dans l'état de nature, il vit la même chose, il se fait bouffer, c'est tout, c'est la loi du plus fort, c'est normal. Mais, plusieurs choses. En fait, le mais, ça revient à dire, torturer, faire du mal aux animaux, c'est se montrer indigne de notre propre humanité. Le premier point, c'est que déjà, quand quelqu'un torture un animal pour le plaisir, ça montre qu'il y a un problème chez lui, en fait. C'est un comportement qui est indigne, ou même qui révèle un peu des failles ou des problèmes psychologiques. Alors après, qui peuvent être passagers pendant l'enfance, mais néanmoins, je dis ça pour rassurer ceux qui ont fait ça quand ils étaient petits. Mais voilà, première chose, c'est que ça montre
un certain problème dans le psychisme de la personne. Très concrètement, voilà comment nous dit Kant, il dit que ça montre une faculté de compassion qui est émoussée. La capacité de compassion de quelqu'un qui est capable de torturer un animal, elle est un peu éteinte, elle est un peu émoussée en fait. Et donc ça, c'est un problème. Le deuxième point, c'est que pour lui, quand notre capacité de compassion est émoussée, et bah, en fait, ça risque de se retourner plus tard contre d'autres êtres humains. Parce que quand on s'est endurci, en fait, tout simplement, intérieurement, et ben on s'endurcit en général. Au début, on se dit, ouais, c'est juste dans le cadre de la relation avec l'animal, mais jamais je ferais ça à un autre être humain. Et en fait, on constate qu'en général, c'est pas le cas. Vous remarquez qu'ici, cet argument ressemble pas mal à des arguments que vous avez sûrement déjà entendus à propos de la violence dans les jeux vidéo, dans les films ou dans les vidéos porno. C'est de dire que, en fait, le problème de la violence, c'est qu'on s'y habitue. Et au début, on pense que c'est pas grave, que voilà, c'est pas parce qu'on a vu des choses violentes dans des vidéos porno qu'on va les reproduire. Et en fait, si. Et voilà, c'est malheureusement ce qui se passe, c'est que ça remplit notre imaginaire. Et donc, du coup, ça peut ressortir à des moments où c'est pas voulu. Troisième point, c'est un peu prendre le contre-pied, c'est à l'inverse. Un être humain qui s'entraîne à bien se comporter envers un animal, et bah ça va l'aider à bien se comporter envers les autres êtres humains. Ça, c'est quelque chose que les parents savent bien, c'est que parfois, c'est très éducatif d'acheter un animal ou d'adopter un petit animal à la SPA pour son enfant. Parce qu'en fait, ça va lui apprendre à prendre soin d'un autre être que lui. Et voilà, et du coup il apprend des dispositions de gentillesse, de bienveillance, même voilà, un certain sens des responsabilités. Et donc voilà, l'idée c'est que dans tout ça, ce qui compte, c'est l'être humain. C'est que notre rapport avec les animaux, ça doit révéler notre dignité d'être humain. Et c'est ça qui est en jeu, c'est pas tellement la question de la souffrance ou du bien-être animal. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais voilà, en tout cas moi ça me paraît assez convaincant. Ensuite, grand B, on va maintenant essayer d'élargir un peu ça au cas des êtres vivants en général. En réalité c'est plus simple dans ce cas-là de comprendre l'argument, c'est de dire tout simplement qu'on doit respecter les êtres vivants parce que l'espèce humaine est dépendante de son environnement. Alors là, le philosophe incontournable sur cette question, c'est Hans Jonas. Vous le connaissez pas, mais en fait, indirectement, il a influencé toute l'écologie que vous connaissez. Pas l'écologie profonde qu'on a vue dans le Grand 1, où on a l'impression que c'est vraiment très très bizarre, mais l'écologie que vous connaissez a été quand même très très influencée par Hans Jonas, qui est un philosophe du XXe siècle. Comme très souvent, les philosophes influencent la société, mais simplement les gens n'en ont pas conscience tant qu'ils n'ont pas fait de philosophie. Donc que pense Hans Jonas et c'est assez novateur quand il commence à penser ça dans les années 70 en fait, c'est assez tôt, avant que les gens aient vraiment conscience du problème écologique, c'est de dire que l'homme doit respecter la nature, parce que la nature est une condition de sa survie. Ça vous paraît totalement évident, mais voilà, à l'époque ça ne l'était pas. Et puis, vous voyez là, c'est ça l'écologie classique, hein, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de l'environnement pas pour lui-même, mais parce que l'environnement est une condition de notre survie. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a deux justifications à ça. La première, c'est une prise de conscience assez forte que Hans Jonas appelle le déchaînement de la technique. Je m'explique. En fait, la technique, la technologie, a normalement été inventée pour aménager l'environnement de l'homme en la faveur de l'homme. C'est-à-dire qu'en gros, on aménage l'environnement pour qu'il soit plus conforme à nos désirs, à nos besoins. C'est ça la notion même de travail. Je vous renvoie au chapitre sur la question. Le problème, c'est qu'il y a une forme de renversement. À force d'aménager son environnement, et ben finalement, l'homme finit par se nuire à lui-même. Son environnement finit par être dangereux pour lui. Autrement dit, vous vous souvenez, Hobbes dit l'homme est un loup pour l'homme. Là, c'est pire que ça, c'est pas juste que les hommes parfois s'entretuent les uns les autres, c'est que les hommes ont acquis une puissance technique telle qu'ils peuvent détruire leur propre espèce. D'accord ? C'est vraiment l'homme est un danger pour l'homme, l'humanité est un danger pour elle-même en fait. Et elle a acquis les moyens de s'auto-détruire à plus ou moins long terme. À court terme avec la bombe nucléaire, mais à moyen long terme avec juste en rendant son environnement invivable par le réchauffement climatique, la destruction des espèces, etc. etc.
Donc ça c'est quand même le premier point, c'est de prendre conscience qu'en fait on est dépendant de notre environnement et que du coup il faut, enfin les problèmes moraux et éthiques qu'on doit se poser aujourd'hui doivent prendre en compte cette nouvelle donnée, qu'en fait on est capable d'autodétruire notre espèce, d'accord? Alors le deuxième point est en réalité un peu plus problématique, même si je pense que la plupart d'entre vous seraient d'accord, c'est qu'en fait Ancionas pense que il faut préserver l'espèce humaine. En fait, il le formule en disant, en reprenant en fait l'impératif catégorique de Kant, mais en disant agis toujours de telle sorte que ton existence soit compatible avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Autrement dit, il faut permettre, et de façon permanente, une vie authentiquement humaine sur Terre. Alors pourquoi c'est problématique? Parce que ça conduit à penser que il y a des droits pour les générations futures. Et ça, pourquoi c'est problématique? Bah en fait, on a déjà vu, c'est le même argument que celui qu'on utilisait pour les animaux, c'est de dire que en fait, les générations futures, elles sont pas là pour revendiquer leurs droits. Donc en fait, on pourrait très bien dire que ils ont, enfin voilà, en fait s'ils disparaissent, ils auront jamais existé, donc juste ils en souffriront pas non plus, quoi. Je veux dire encore moins même que les animaux. En fait, Ancionas a conscience que c'est un présupposé métaphysique assez lourd de penser que l'existence de l'humanité a de la valeur et donc qu'elle doit continuer et poursuivre. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'êtes pas d'accord avec ça. Qui pensaient que de toute façon toutes les espèces disparaissent au bout d'un moment, l'humanité elle peut disparaître, et voilà, elle aura fait son temps sur Terre, et voilà, peut-être que sur la fin, son existence ça aurait été un peu un feu d'artifice qui brûle tout, quoi, sur son passage, mais au moins le feu d'artifice était joli, et on en a tous bien profité. Vous voyez, mais il n'y a pas forcément à chercher à poursuivre l'existence d'une espèce humaine, en fait. Si elles disparaissent, vraiment, l'espèce humaine, c'est pas forcément grave. Ceci étant, la plupart d'entre nous, on a quand même un peu cette intuition que c'est quand même une bonne chose, l'existence de l'humanité, et donc du coup qu'on veut la préserver. Et c'est sur ça que repose l'idée de droit des générations futures. Alors, si on doit maintenant conclure ce chapitre, moi j'ai pris un parti pris avec lequel vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, qui est le parti pris kantien, qui est de dire que on ne doit pas respecter les animaux ou les êtres vivants pour eux-mêmes. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous serez d'accord pour les êtres vivants, qu'on ne doit pas du respect au brin d'herbe pour lui-même, mais pour les êtres vivants, peut-être qu'il y en a certains, parce qu'ils ont des animaux de compagnie, pensent vraiment qu'on leur doit du respect pour eux-mêmes. Moi, l'argument qui est un peu déterminant pour moi, c'est de se dire, mais les animaux, oui, ils souffrent, mais en fait, ça fait partie de leurs conditions parce qu'ils vivent dans l'état de nature. Sur ce chapitre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des débats philosophiques actuels qui sont pas du tout tranchés, donc il n'y a pas un grand 3 attendu, de toute façon, en fait, sur ce chapitre-là, alors qu'il y en aura beaucoup plus dans les chapitres sur la liberté ou le bonheur, parce que bon, c'est un peu moins polémique comme sujet. En conclusion, je vous ai déjà dit que souvent ce qui est bien, c'est de reprendre l'exemple de l'accroche, et de faire un résumé partie par partie, mais en parlant bien du cas de l'accroche. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça serait de dire, en fait, que dans un premier temps, on peut penser que le brin d'herbe, parce qu'il est un être vivant et qui poursuit un but, il a le droit de poursuivre ce but, et que du coup, on doit envisager un système planétaire qui permette à chaque espèce vivante de poursuivre son propre but et de coexister plus ou moins pacifiquement. Voilà, c'est la logique d'un écosystème tout simplement, où certes, il y en a certains qui mangent d'autres, mais en fait, globalement, il y a une préservation de chaque espèce qui se fait. Mais en fait, d'un autre point de vue, si c'est utopique de penser que, alors que toutes les espèces poursuivent des buts différents et potentiellement contradictoires, elles se respectent les unes les autres. En réalité, dans la nature, ce qui se passe, c'est la loi de la jungle, et donc le brin d'herbe, en fait, il n'a aucun droit, il a juste le droit de se faire manger, de se faire brouter, ou de se faire tondre, enfin peu importe. Ça n'est pas un droit, c'est juste, comme il fait partie de l'état de nature, il doit subir les lois de l'état de nature, c'est-à-dire la loi du plus fort, la loi de la jungle.
et comme il est tout en bas de l'échelle, le pauvre brin d'herbe, bah tant pis pour lui, tout simplement. Dans le grand 3, voilà, on a vu que le brin d'herbe, oui, on lui devait du respect, mais parce que voilà, c'est un cadre de vie pour les êtres humains, et que du coup c'est une façon de montrer notre propre dignité que d'être capable de respecter l'environnement dans lequel on est.